Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Dans la présente vidéo, je vais vous montrer que le Québec, en dépit de sa pauvreté relative, occupe une position stratégique naturellement riche. Dans ma vidéo 18, je vous ai montré que l'énergie et la richesse d'un pays avaient tendance à partir des régions périphériques qui étaient en altitude pour aller se concentrer dans des centres urbains qui étaient situés dans les parties basses du territoire. Sur la planète, il n'existe pas vraiment d'exception de nature géographique à ce schéma de développement économique des pays. En fait, les seules véritables exceptions à la loi de concentration de richesse dont nous venons de parler sont de nature politique. Parce que ce sont toujours des gouvernements qui organisent la création et la concentration de l'énergie et de la richesse en certains points du pays. Et ça, c'est tant au niveau municipal, régional, national ou continental. Les gouvernements sont le produit de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils sont les produits de guerres, d'invasions, de révolutions, enfin, etc. Le pouvoir n'est jamais neutre, et il est rarement généreux, étant donné que ceux qui contrôlent les gouvernements organisent le pays de façon à ce que les petits profits qui y sont générés tombent dans leur poche à eux plutôt que dans les poches du voisin. À peu près partout dans l'histoire, la richesse s'est concentrée dans les mains d'individus et de peuples qui étaient puissants. C'est une loi de la politique, c'est une loi de l'histoire. Cette loi politique est particulièrement évidente dans le cas d'un pays comme le Québec, vers lesquels converge une foule de corridors et d'entonnoirs économiques naturels, et qui pourtant abrite un peuple qui est plus pauvre que tous ses voisins. Le Québec, on l'a dit, est un pays naturel, dont le cœur économique, les basses-terres du Saint-Laurent, sont situées entre les montagnes des Appalaches et les Laurentides. C'est vers ce cœur économique que converge une foule d'entonnoirs économiques locaux. Ça commence par la baie James, où une série de barrages produisent de l'électricité qui converge ensuite vers la région de Montréal par une série de lignes de transmission. Un peu plus au sud-est, on a l'entonnoir économique formé par le bassin hydrographique du réservoir Gouin et du Saint-Maurice, qui a été très important à l'époque du flottage du bois, étant donné que Trois-Rivières, qui est située à l'embouchure du Saint-Maurice, était alors la capitale nord-américaine des pâtes et papiers. On peut aussi parler de l'entonnoir économique formé par la région du Lac-Saint-Jean, dont les routes convergent vers les basses-terres du Saint-Laurent. C'est la même chose pour l'entonnoir économique de la Côte-Nord, où une foule de barrages possèdent des lignes électriques qui descendent également vers les basses-terres du Saint-Laurent. Il y a également l'entonnoir de la Gaspésie, qui prend la même direction, et évidemment l'immense entonnoir des cantons de l'Est qui, eux, ont une pente qui descend naturellement vers le fleuve Saint-Laurent. Au niveau continental, le fait que le Québec soit une des deux plus grandes péninsules du continent fait qu'il est entouré par plusieurs autres grands entonnoirs économiques naturels. Ça commence par celui formé par l'ensemble de la baie James et de la baie du Thorn de la baie James, qui pointent vers les basses-terres du Saint-Laurent et qui ont été très importants au 18e siècle, quand la France essayait de faire descendre les fourrures produites dans cette région-là vers Montréal, alors que l'Angleterre, elle, essayait de les faire sortir par le nord en utilisant sa marine. Plus à l'est, il y a l'immense entonnoir économique du Labrador, un territoire qui est tellement mal placé par rapport au grand marché d'exportation du nord-est des États-Unis, que le plus court chemin pour faire passer des lignes électriques qui mènent aux États-Unis passe par le territoire du Québec et les basses-terres du Saint-Laurent. Les maritimes forment un autre entonnoir économique qui se dirige vers le Québec par la transcanadienne et par le chemin de fer qui traverse le Maine. Plus au sud, il y a l'entonnoir économique qui débouche sur l'immense marché du nord-est des États-Unis, qui est relié à Montréal par la vallée de l'Hudson et du lac Champlain. À l'ouest de Montréal, il y a un autre entonnoir économique artificiel qui est une création du Canada colonial. On le voit très clairement sur les cartes. Je dis que c'est un corridor artificiel, étant donné qu'il est situé au niveau dans l'ouest des basses-terres
du Saint-Laurent, une partie du territoire naturel de Montréal qui a été artificiellement confiée à l'Ontario de façon à ce qu'elle contrôle l'essentiel des axes de communication qui convergeaient vers Montréal. Derrière cet entonnoir artificiel se situe bien sûr l'immense entonnoir naturel formé par la région des Grands Lacs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur ce dernier corridor, ce dernier entonnoir naturel. D'abord, nos fédéralistes aiment bien faire remarquer que le Québec et l'Ontario forment une unité naturelle, étant donné qu'ils sont tous les deux bâtis autour de l'axe Saint-Laurent-Grand Lac. Dans leur esprit, cette unité est d'autant plus naturelle qu'elle joint également les prairies, les maritimes qui sont à l'est et les prairies qui sont à l'ouest. Le seul défaut de cette vision géopolitique de l'ensemble Québec-Ontario, c'est qu'elle est fausse. Car le Québec occupe les deux rives du Saint-Laurent et est relié par le Saint-Laurent aux deux rives des Grands Lacs. Pas seulement à la rive nord, où on trouve seulement une grande ville, Toronto. Sur la rive sud des Grands Lacs, on trouve d'immenses villes comme Buffalo, Cleveland, Détroit, Milwaukee, Chicago. Et sans parler d'une foule d'autres petites villes comme Rochester, Toledo, Green Bay ou Duluth. En fait, la partie américaine des Grands Lacs est à la fois plus riche, plus peuplée et plus vaste que la partie canadienne, étant donné qu'elle contient tout le lac Michigan et la majeure partie du lac supérieur. La petite ville de Windsor est tellement petite qu'elle est située au sud de la grande ville de Détroit, que le fameux corridor Québec-Windsor dont on nous parle si souvent devrait plutôt être appelé le corridor Québec-Détroit, et en fait le corridor Québec-Chicago, étant donné qu'on parle de l'unité formée par le Saint-Laurent et les Grands Lacs. Dans les faits, le Québec appartient beaucoup plus à l'Amérique du Nord qu'au Canada. En fait, le Québec, comme d'ailleurs toutes les autres régions du Canada, sont des régions périphériques dont la vocation naturelle est de fournir des matières premières aux États-Unis qui sont situés au sud. Si le Canada a jadis été très industrialisé, tous les économistes s'entendent pour dire que son économie est présentement en train de revenir à une exploitation des matières premières. Quoi qu'il en soit, l'entonnoir des Grands Lacs, du point de vue québécois, se divise en 4 corridors différents. Le premier est celui qui passe par la route 37, qui part de la frontière du Québec et qui suit la rive sud des Grands Lacs pour se rendre jusqu'au Midwest américain. C'est important de constater que cette route 37, qui joint le Québec au Midwest américain, est complètement en dehors du contrôle politique du Canada anglais. Le deuxième corridor de l'entonnoir des Grands Lacs, c'est celui de la route 401 qui mène à Toronto et à la péninsule ontarienne. On appelle ça la péninsule ontarienne parce qu'elle est entourée par les lacs Ontario, Erie et Huron. À ces deux premiers corridors s'en joignent deux autres qui contournent tous les deux la partie peuplée de l'Ontario par le nord et par le sud. La première est le lien terrestre, la route transcanadienne, qui passe par le nord des Grands Lacs et qui rejoint la ville de Thunder Bay. Le deuxième est la route maritime qui passe au sud de l'Ontario et dans les eaux territoriales canadiennes ou américaines pour rejoindre également Thunder Bay. On notera que ces deux corridors qui contournent l'Ontario aboutissent tous les deux à Thunder Bay, qui est une ville qui est située elle-même à la tête d'un immense entonnoir économique qui pointe vers Montréal et qui regroupe l'essentiel de la partie peuplée des prairies. Au niveau international, il y a également de grands corridors qui mènent au Québec. Le premier, bien sûr, l'entonnoir de l'embouchure du Saint-Laurent, qui met le Québec en contact avec tous les océans et tous les continents du monde. À cela va bientôt s'ajouter l'entonnoir qui va déboucher du fameux passage du Nord-Ouest, qui va bientôt être ouvert
à cause du réchauffement climatique et qui va mettre l'Asie en contact avec le centre de l'Amérique du Nord en passant par le Saint-Laurent. Avec tous ces corridors et ces entonnoirs économiques qui convergent vers les basses terres du Saint-Laurent, on aurait pu s'attendre à ce que le Québec soit un pays riche. Or, il ne l'est pas. C'est même la province la plus pauvre du Canada. Pourquoi? Tout simplement parce que le peuple québécois a été envahi à coups de canon par un peuple étranger qui venait non pour lui donner de l'argent, mais pour lui en prendre. Depuis 253 ans, les Canadiens anglais, les Anglo-Québécois, ont organisé l'économie du Québec de façon à ce que sa richesse leur profite à eux et non pas à nous. C'est pour ça que les Anglo-Québécois, même de nos jours, occupent les villes les plus riches du Québec et contrôlent une foule d'institutions qui sont subventionnées par des taxes et des impôts pris aux francophones du Québec. Personnellement, je n'ai jamais saisi ce qu'il y avait de très difficile à comprendre là-dedans. Évidemment, une telle situation est instable, étant donné qu'on ne peut pas espérer piller un peuple pendant des siècles sans finir par obtenir une réaction. C'est d'autant plus instable que le peuple québécois, par sa seule présence, contrôle le seul point d'étranglement essentiel du Canada, c'est-à-dire les basses terres du Saint-Laurent vers lesquelles convergent tous les entonnoirs dont on a parlé. C'est dans les basses terres du Saint-Laurent que se sont produits la plupart des grands événements de l'histoire du Canada. Dans les autres provinces, il ne s'est jamais produit beaucoup d'événements marquants. Ça ronronne. La situation est d'autant plus instable que tout le développement du Canada anglais depuis 253 ans s'est fait en s'opposant à la géographie du continent. Par exemple, en remontant le fleuve Saint-Laurent contre-courant ou en traversant les montagnes Rocheuses dans un sens perpendiculaire. Ce n'était pas le cas dans le temps de la Nouvelle-France, qui, on l'a déjà expliqué, vivait une situation géopolitique normale et saine. C'est-à-dire que les Amérindiens faisaient descendre les matières premières, les fourrures, du centre des continents vers la vallée du Saint-Laurent, où elles étaient échangées pour des produits finis à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire moins lourds, moins volumineux, qui remontaient ensuite dans le centre du continent où ils étaient distribués en éventail. Comme le danger pour la Nouvelle-France venait du sud, c'est-à-dire de Nouvelle-Angleterre, la colonie s'est développée sur la rive nord du Saint-Laurent où étaient situées les principales villes et le chemin du roi. La Nouvelle-France était donc un territoire, un pays de l'axe est-ouest, dont la population d'explorateurs, d'aventuriers, de marchands n'arrêtait pas de se déplacer sur d'énormes distances dans un sens est-ouest à l'intérieur du continent nord-américain et même dans l'Atlantique. Cette situation allait changer brutalement avec la conquête de 1760, à la suite de laquelle les Anglais ont expulsé vers la France la majeure partie de nos classes supérieures de façon à prendre leur place. Ce qui est alors resté dans la colonie, c'était pour l'essentiel des cultivateurs, c'est-à-dire des producteurs agricoles enracinés dans la terre. C'est la conquête qui a transformé notre société marchande en une société de production, c'est-à-dire une société statique et décapitée que les Anglais allaient pouvoir exploiter à fond. La conquête a complètement immobilisé le peuple québécois à l'époque même où tout le monde sur le continent s'est mis à se déplacer dans toutes les directions. C'est l'époque où les Acadiens ont été déportés dans tous les coins du monde. C'est l'époque où les loyalistes qui fuyaient la Révolution américaine sont venus s'installer dans les Maritimes et dans les cantons de l'Est. C'est l'époque où les Américains ont commencé leur conquête de l'Ouest, au cours de laquelle ils allaient obliger à refouler les Amérindiens dans des réserves. L'immigration européenne a alors beaucoup augmenté et les Espagnols, les Russes et les Mexicains ont été expulsés du futur territoire de l'Amérique moderne. Du côté des Anglais du Canada, eux aussi ont commencé à organiser leur conquête de l'Ouest. Comme la masse démographique des Québécois était suffisamment grande et qu'elle augmentait, ils ont décidé de se servir du Québec comme d'une base de départ et d'une source de financement pour organiser leur immigration à l'Ouest. C'est à cette époque-là que le Québec est devenu un pays de passage pour les immigrants britanniques qui s'en allaient vers l'Ouest. C'est également l'époque où les Québécois, qui n'avaient aucune protection, ont développé toutes sortes d'anticorps sociaux pour se protéger de cette invasion. Pour l'essentiel, ils se sont repliés sur leurs paroisses rurales
et ils ont simplement regardé passer le flot des immigrants comme ils regardaient passer le fleuve Saint-Laurent lui-même. Au début, bien sûr, les Britanniques étaient, les Anglais du Canada, étaient très hésitants dans la politique à suivre, étant donné qu'ils étaient minoritaires au sein d'une population qu'ils venaient d'envahir et de brutaliser. Et de plus, ils avaient très peur de la poussée anarchique des Américains qui se dirigeaient vers l'ouest. Comme ils venaient de se faire expulser des États-Unis, ils avaient très peur de perdre également le Canada. Ils ont donc adopté, par rapport aux francophones, la politique de leur faire régulièrement des concessions politiques pour les calmer. Du côté des Américains, ils ont cherché à se faire oublier en cédant régulièrement du territoire à chaque fois que les Américains présentaient de nouvelles revendications territoriales. C'est pour ça que les frontières du Maine pénètrent aussi profondément dans le nord. C'est pour ça que toute la partie sud des Grands Lacs a été concédée aux Américains. Et c'est pour ça que le Canada a accepté de reculer sa frontière au niveau des prairies jusqu'au 49e parallèle. Cette peur de l'Amérique conquérante s'est beaucoup atténuée avec avec la construction du canal Erie en 1825. Le canal Erie a permis aux Américains de joindre l'océan Atlantique au Grand Lac sans avoir à passer par le Saint-Laurent. C'est la construction du canal Erie qui a transformé tout l'est du Canada, dont le Québec, en un territoire marginal. C'est à partir de ce moment-là que les Anglais du Canada ont commencé à construire des infrastructures de sens est-ouest qui allaient un jour unir les maritimes à la Colombie-Britannique. Ils ont commencé par le plus facile et le plus rentable, c'est-à-dire en creusant des canaux à l'ouest de Montréal. Le canal de la Chine est apparu en 1825, puis ça a été le canal Rideau en 1832 qui reliait l'Outaouais au lac Ontario. À partir de 1852, ils ont construit la ligne ferroviaire entre Montréal et Toronto, et en 1859, ça a été le tour du pont Victoria, qui a été le premier pont à enjamber le fleuve Saint-Laurent et qui allait permettre de relier l'Ontario aux maritimes avec une voie ferrée. Par la suite, des voies ferrées allaient également être créées entre le Québec et la Colombie-Britannique. Ce sont ces dernières voies ferrées qui allaient susciter la création de l'immense entonnoir de peuplement dont on a parlé, qui part de Thunder Bay, qui s'ouvre en éventail à travers les prairies. Enfin, au 20e siècle, le système de communication de sens est-ouest du Canada anglais qui traverse le Québec a été complété par la création de la voie maritime du Saint-Laurent. La construction de la voie maritime du Saint-Laurent a mis en lumière l'importance pour une économie nationale de multiplier les petits profits en évitant de traverser régulièrement et inutilement de très petites montagnes. Parce que la différence de niveau entre le fleuve Saint-Laurent et le lac Ontario est de seulement 69 mètres, et la différence de niveau entre le lac Ontario et les autres grands lacs est de 100 mètres. Si ces deux petits dénivelés ont coûté si cher, c'est que les navires océaniques qui remontaient jusqu'à Montréal étaient obligés de transvider leurs marchandises sur les trains qui étaient en partance vers l'Ontario. La construction de la voie maritime du Saint-Laurent a permis à ces navires océaniques de continuer leur route jusqu'au fond des Grands Lacs sans avoir à payer pour ces transvidages. Évidemment, tous les systèmes qu'on vient de décrire ont coûté très cher. Et le gouvernement canadien a donc décidé de les faire payer, ces coûts-là par la population canadienne qui, selon les époques, comprenait de 30 à 50% de Québécois. Les Québécois n'ont jamais profité des immenses investissements qu'on les a obligés à faire pour développer le Canada anglais. Le meilleur exemple, c'est la voie maritime du Saint-Laurent, dont ils ont payé au moins 25% des dépenses et qui, loin de leur rapporter, leur a plutôt fait perdre une foule d'industries qui ont été déménagées dans le fond des Grands Lacs, en commençant par les élévateurs à grains du port de Montréal. Le maître d'œuvre de tous les détournements dont on vient de parler en faveur du Canada anglais a bien sûr été le gouvernement fédéral qui a été installé dans la ville artificielle d'Ottawa. Ottawa est une ville de fonctionnaires, une ville de consommation pure, qui n'a même pas de port digne de ce nom. Ottawa a été construite à l'extrémité des basses terres du Saint-Laurent, ce qui lui permet de drainer au profit de l'économie de l'Ontario une partie de la richesse qui est créée dans l'ouest du Québec. Ottawa est une ville artificielle qui fait concurrence
dans les basses-terres du Saint-Laurent, à la ville de Montréal, qui est leur ville-centre naturelle. Comme on va le voir dans la prochaine vidéo, les Québécois, au cours des 200 dernières années, ont cherché à se libérer petit à petit de l'emprise économique du Canada anglais, qui s'exprimait dans l'axe Est-Ouest, en développant de plus en plus l'axe Nord-Sud, qui part du nord du Québec et qui descend vers la côte est des États-Unis, en passant par les basses-terres du Saint-Laurent et par la vallée du lac Champlain. Comme d'habitude, je vous laisse libre de distribuer librement cette vidéo autour de vous. À la prochaine!